Cassandra Simon est une étudiante au 2e cycle à l'Université d'Ottawa, donc elle fait la partie de l'autre côté de l'Atlantique pour ce panel. Donc elle étudie au programme de lettres françaises avec une spécialisation en études féministes, hein, et sa recherche de maîtrise porte sur l'influence des privilèges dans la création d'idéomondes romanesques. Donc, idéomonde, je découvre ce terme, qui peut-être est voilà, quelque chose qu'elle nous présentera. En tout cas, sur une présentation sur réinventer la nature, la magie subversive dans les romans de fantasy. Nous vous écoutons, Cassandra Simon, pour la 2e communication. Ah, mais merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran. Puis, en même temps, je tiens juste à mentionner que dans ma présentation, je vais passer comme je vais évoquer certains sujets qui peuvent être sensibles, notamment en ce qui touche l'exploitation du corps des femmes, puis les douleurs qui peuvent être liées à certaines expériences de la maternité. Donc, sans entrer dans les détails, je vais quand même mentionner puis évoquer un peu de ces sujets. Et sur ce, je vais commencer ma présentation. Donc, dans notre réalité, la magie est souvent synonyme de superstition, d'illusion, voire de naïveté ou d'irrationalité. Mais les œuvres de fantaisie vont construire des mondes dans lesquels la réalité est suffisamment éloignée de la nôtre pour donner une existence concrète à la magie. Alors, la magie dont je vais parler aujourd'hui, c'est celle qui opère des transformations dans le fonctionnement des lois de la nature en faisant intervenir très souvent l'influence de la volonté et de la conscience humaine. Parce qu'elle se défie en quelque sorte les lois de la nature, la magie peut nous apparaître surnaturelle, mais elle n'est pas contre nature pour autant. En fait, dans son livre sur une brève histoire politique de la fantaisie, William Blanc a montré la relation qui unissait la magie, la nature et la fantaisie. Ou très souvent dans les intrigues de ses romans, le déséquilibre de forces magiques pourrait être synonyme finalement d'un déséquilibre dans l'écosystème naturel et vice-versa. La magie ne va donc pas s'opposer directement à la nature, mais elle s'oppose à la compréhension qu'on a de la nature telle qu'elle est donnée par la science. Ce qui est remis en question par son existence, c'est finalement l'exploitation puis l'interprétation de la nature qui découle de la pensée rationnelle et scientifique. La magie va donc s'intégrer dans une opposition entre la nature et la culture, une opposition qui est souvent identifiée comme au fondement de la hiérarchisation de groupes de population dans une société occidentale patriarcale. Une des personnes qui est plutôt célèbre, qui est comme un fondement, c'est Simone de Beauvoir, qui a retracé finalement l'origine du patriarcat à au positionnement de la femme comme un autre qui est également très, très lié à la nature et à une forme de magie. Alors, quand Beauvoir nous dit que la femme est destinée à être soumise, possédée et exploitée, c'est finalement un destin que la femme va partager avec la nature, avec laquelle elle a été amalgamée par la pensée moderne, comme s'il y avait un point commun finalement entre les deux dans cette forme que Simone de Beauvoir appelle la magique fertilité. Pour elle, donc, quand la technique l'emporte sur la magie, c'est aussi le principe masculin qui l'emporte sur le principe féminin. Et quand Simone de Beauvoir écrit que la femme est vouée à la magie, elle va donc montrer que cette vocation va inférioriser la femme, la nature et la magie dans une société moderne. Cependant, la magie à laquelle Simone de Beauvoir fait référence, c'est une magie qui n'existe pas, une force immanente qui donc voue les femmes à l'immanence et à la passivité. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, dans la fantaisie, la magie est une force agissante et concrète. Et c'est ce qui peut donner pour moi un potentiel subversif et féministe à la magie dans certains romans de fantaisie. Alors, je vais me pencher aujourd'hui sur des romans de la fantaisie de langue française, principalement sur 2 romans, en fait, qui intègrent la magie dans leur fonctionnement. Alors d'abord, Les Illusions de Saveloire de Manon Fargeton et la tétralogie de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Ce sont des romans qui ont en commun, outre le fait d'avoir été écrits par des femmes, le fait d'être très récents. Les Illusions de Saveloire a paru en 2016, Les Tombes de la Passe Miroir ont été publiées en 2013 et 2020. Donc, c'est un corpus qui est très actuel. Et aussi, les 2 romans comprennent ce que j'appelle un idéomonde. Donc, c'est ce mot que j'utilise pour parler d'un univers qui est inventé à l'intérieur d'une œuvre
en m'inspirant en fait d'une encyclopédie collaborative virtuelle, Idéopédia. L'existence d'un idéomonde va permettre aux autrices de ces romans d'incorporer la magie de manière normale, finalement, dans le fonctionnement de la politique, de l'environnement des sociétés de ces romans. Incorporer la magie de cette façon, ça va faire en sorte que la magie va être impliquée dans l'organisation du pouvoir. En effet, la maîtrise de la magie est souvent associée à une forme de pouvoir qui dépasse le pouvoir magique en tant que tel. Dans la passe miroir, en fait, la magie étant extrêmement commune à tous les habitants, il y a tout de même certaines personnes qui en sont privées. Et ces personnes-là vont être également privées d'autres types de pouvoirs économiques, politiques et décisionnels, etc. En fait, ce sont des personnes qu'on va appeler, même dans le roman, des sans-pouvoirs ou de façon encore plus évocatrice, des impuissants ou des impuissantes. Et les sans-pouvoirs sont exclus dans certaines régions de la passe miroir de la citoyenneté et dans d'autres encore, ils vont être réduits à la domesticité. Et comme la magie fonctionne de manière héréditaire, c'est comme si elle pouvait à ce moment-là justifier en quelque sorte l'ordre social et la domestication d'un groupe de population pour les profits de l'autre. Dans les illusions de savoir, la magie va aussi constituer une forme de privilège, mais c'est pas. En fait, il va y avoir beaucoup moins de personnages qui peuvent la maîtriser. Donc, les magiciens vont avoir un statut qui est vraiment privilégié par rapport aux personnes qui n'ont pas de magie. Ils vont être très, très proches de la couronne, avoir une influence sur les événements politiques. D'ailleurs, il faut absolument être magicien pour être roi dans l'idéomonde de Fargéton. Cependant, la magie n'est pas aussi systématiquement associée au pouvoir. Puis il y a quand même une certaine ambivalence dans son intégration avec les systèmes de hiérarchisation des idéomondes. L'intrigue de Manon Fargeton est d'ailleurs fondée sur l'opposition entre les magiciens, qui représentent, comme je l'ai dit, le pouvoir officiel, et les magiciennes qui, elles, sont diabolisées et sont vraiment exclues de la société de manière radicale. Et puis, le roman va raconter l'histoire de Bleu, qui est donc une jeune esclave qui se découvre des pouvoirs magiques. Et quand elle découvre ses pouvoirs magiques, ça va lui attirer immédiatement l'hostilité des magiciens qui veulent éliminer systématiquement toutes les magiciennes, mais ça va aussi faire en sorte que les magiciennes vont venir la sauver, la tirer de sa situation initiale d'esclave, et ça va lui permettre d'intégrer leur groupe de rebelles qui tentent de renverser le système qui est mis en place. Finalement, la magie le pouvoir qui est donné par la magie est contrebalancé ici par le genre de Bleu, puisque c'est le fait qu'elle soit une magicienne qui fait vraiment la différence dans son destin et dans le fait qu'elle ne peut pas profiter de tous les privilèges des magiciens. C'est comme si la magie constituait une forme d'axe de pouvoir qui va interagir dans une dynamique intersectionnelle avec les axes de pouvoir plus réalistes, là, ceux qu'on connaît. Mais la magie est différente des systèmes de hiérarchisation comme celui du genre ou ceux qui sont liés aux richesses ou à la couleur de peau, par exemple, parce que la magie est parfaitement restreinte à l'intérieur de l'imaginaire. Et elle va avoir une position ambivalente par rapport à la réalité, puisqu'elle est à la fois familière, comme le lectorat de fantasy est rarement surpris de trouver la magie dans les romans de fantasy, mais la magie est aussi étrangère, puisqu'elle s'éloigne drastiquement de la réalité quotidienne du lectorat. En fait, cette position à la fois proche et loin du texte, ça m'a rappelé quelque chose que Anne Besson avait écrit dans Les pouvoirs de l'enchantement, où elle explique que la distance entre un texte et le réel, ça peut influer sur le potentiel, l'efficacité idéologique d'une œuvre, où finalement une proximité trop grande peut rendre une œuvre plutôt moralisatrice, mais trop de distance entre la réalité et le fonctionnement de l'œuvre va au contraire lui faire perdre tout son sens. C'est ce qui me fait penser finalement que la magie peut jouer un rôle important pour déterminer un potentiel idéologique d'une œuvre, puisqu'elle établit cette distance ambivalente entre le texte puis la réalité. Mais outre cette relation que la magie va faire entretenir entre l'œuvre et le lectorat, elle va aussi être représenter un outil de subversion pour les personnages eux-mêmes. En fait, la différence entre Bleu, donc la jeune esclave de Saveloire dont je viens de parler, et les autres femmes, dont certaines sont des esclaves et les autres vivent dans un monde qui est très patriarcal et donc sont souvent soumises au patriarcat, c'est que Bleu, elle, profite d'un outil privilégié pour se révolter contre sa situation, puisque la magie agit pour elle comme un pouvoir subversif.
Ça va placer, en fait, la magie place Bleu dans une situation qui est plutôt paradoxale, car elle se retrouve privilégiée par rapport aux autres femmes qui, elles, les autres esclaves ne sont pas sauvées par les magiciennes et qui vont être condamnées un petit peu à la soumission, mais en même temps, elle se retrouve opprimée comme femme et comme magicienne, puisque les magiciens s'opposent vraiment à l'existence des magiciennes. Et c'est cette position paradoxale qui va donner beaucoup d'importance au choix que Bleu va prendre dans le récit de Fargeton. Dans la passe miroir, la transformation de la magie en outil subversif va se faire d'une façon qui est plus subtile dans le roman, probablement parce que la majorité des personnages vraiment ont des pouvoirs magiques, et ça va passer par le refus de son destin pour Ophélie, la protagoniste. Alors, je vais montrer une citation qui apparaît dans le 4e tome et qui raconte des événements qui ont eu lieu cependant avant le début du roman de la passe miroir, avant le début du 1er tome. Donc, c'est un événement où Ophélie va libérer une entité qui s'appelle l'Autre, une entité qui est accusée d'avoir causé la fin du monde et qui, à ce moment-là, donc, apparaît à Ophélie à travers un miroir et lui demande de traverser le miroir pour la libérer, en lui mentionnant quand même clairement que ça va changer le monde et que ça va les changer toutes les deux. Donc, pour traverser le miroir, Ophélie fait appel à un pouvoir magique qu'elle a. Donc, c'est la seule personnage du roman, jusqu'à ce qu'elle finisse par partager son pouvoir avec un autre, bref, qui peut traverser les miroirs de cette façon-là. Et le pouvoir de passe-miroir, c'est un pouvoir qui, certes, est héréditaire au sens où il n'y a que les membres de sa famille qui peuvent l'activer, mais qui demande en fait de plonger dans son propre reflet et donc de s'affronter soi-même. Et c'est pour ça qu'Ophélie est la seule à réussir à le faire. Alors, le pouvoir magique qui est utilisé finalement dans cet événement, c'est un pouvoir qui dépend davantage de la force, de la force intérieure que de l'hérédité ou du privilège. Dans la citation, en fait, Ophélie va vouloir changer les choses. En fait, l'autre, en lui disant ça va tout changer, il la convainc parce qu'elle veut tout changer. Elle explique que sa mère ne lui laissait jamais changer quoi que ce soit, que tout se passait toujours de la même façon, et elle accepte donc de traverser le miroir, stimulée par cette volonté de changer les choses, sans savoir quand même les conséquences qui vont découler de cela. Lorsqu'elle accepte de libérer l'autre, ça va avoir justement des conséquences graves. L'autre va effectivement causer l'effondrement de différentes portions de l'univers d'Ophélie. Mais éventuellement, après cette transformation douloureuse, il va quand même y avoir un aboutissement à un idiomonde qui est plus juste, plus libre que celui d'avant. Donc au final, le changement va quand même s'être fait pour le mieux, malgré tout le déclenchement de péripéties qui a découlé de cette décision qu'Ophélie prend de traverser le miroir. Une chose qui est intéressante ici, c'est que Ophélie va utiliser son pouvoir magique pour traverser le miroir, donc provoquer le changement, mais la magie est également ancrée dans la société, dans l'ordre établi. Quand dans la citation on nous dit c'était les mêmes objets domestiqués, les mêmes petites habitudes, en fait, avec objets domestiqués, on fait référence à un pouvoir magique qui permet de contrôler, d'animer les objets que les membres de la famille d'Ophélie ont. Et ce pouvoir d'animation des objets, ça va s'activer, en fait, ce qui est intéressant, c'est dans une région qui est explicitement mentionnée comme matriarcale. Alors, on a un pouvoir matriarcal à l'endroit où Ophélie Grand habite, et la magie qui est associée à cette région, c'est le fait, finalement, d'avoir un contrôle parfait sur la sphère domestique. Donc, les objets vont faire toutes les tâches pour tout le monde, et ce sont des femmes qui prennent les décisions dans cet endroit. Mais ce sont aussi en fait, les gens qui habitent sur Anima, donc cette région, ont aussi tendance à être très sédentaires, à vouloir rester où ils sont et finalement à vivre une vie qui est très cantonnée dans la sphère domestique. Et c'est cette vie qu'Ophélie refuse quand elle décide de provoquer le changement et de rompre avec cette tradition matriarcale, finalement. D'ailleurs, les passages que j'ai mis en évidence, on voit que Ophélie, en fait, refuse la voix de la famille, puisque c'est sa mère qui ne lui laisse jamais changer quoi que ce soit, et que finalement, l'avenir qu'elle pressent pour elle-même, il est fait d'un travail honnête, mais aussi d'un bon mari et de beaucoup d'enfants. On pourrait résumer finalement la situation comme ça. L'avenir qu'Ophélie pressent pour elle-même, le destin qu'elle refuse, il lui est dicté par sa mère, et il consiste en devenir mère à son tour.
Alors, les deux choses qu'elle va quitter, c'est finalement l'autorité maternelle et le cycle matriarcal et domestique, et finalement, elle refuse d'avoir des enfants. Et le refus d'avoir des enfants, elle l'exprime très souvent dans les romans, même quand elle se marie, elle développe des affinités avec son mari, elle lui explique clairement dès le début de leur relation qu'elle ne veut pas d'enfants avec lui, qu'elle ne veut pas d'enfants du tout, en fait. Ce questionnement de la maternité, c'est pas un cas isolé dans les romans de fantasy. En fait, je me suis rendu compte au fil de mes lectures que ça arrive très souvent et que c'est souvent mis en relation avec la magie. Alors, on a vu dans les présentations qui ont eu lieu hier quand même que la maternité pouvait être mise en relation avec notamment les dragons et puis avec des actions magiques. Dans les romans que moi j'ai lus, il y a, par exemple, le Chronique du pays des mers, un roman québécois d'Élisabeth von Harburg, dans lequel, bon, outre le titre où on voit que la question maternelle est quand même importante, c'est le retard de puberté du personnage principal qui va faire en sorte qu'elle est démunie de ses fonctions de chef et qu'elle va donc explorer son idée au monde et vivre toutes sortes d'aventures. Et ce retard de puberté est associé à des capacités surnaturelles qu'elle aurait. Dans le roman d'Emmanuel Chastelière, L'Empire du Léopard, ici, on a un personnage de général qui apparaît sur la couverture, une générale dont le sexe n'a absolument aucune importance vraiment dans le roman, jusqu'à ce qu'elle se fasse capturer par l'armée ennemie et que sa torture provoque une double fausse couche qu'elle va d'abord halluciner, donc dans une forme de vision surnaturelle, et qu'elle va vivre réellement par la suite. Et dans les illusions de savoir dont je parlais plus tôt, la grande différence entre les magiciennes et les magiciens, c'est que le pouvoir des magiciennes est différent lorsqu'elles sont enceintes. Et ça va faire en sorte que certaines d'entre elles vont multiplier les grossesses suivies par des avortements pour exploiter cette nouvelle potentialité de leur corps. Finalement, le sujet de la maternité va souvent apparaître de façon problématique et va parfois être totalement intriqué dans l'intrigue, pardon, mais d'autres fois survenir de manière plutôt surprenante. Parce que, par exemple, dans l'Empire du Léopard, on n'avait aucune idée que le personnage était enceinte jusqu'à qu'elle fasse une fausse couche. Et puis, la passe-miroir ne va pas faire exception à ce niveau-là, puisqu'Ophélie va découvrir très tardivement dans le roman que sa traversée dans le miroir a eu deux effets sur elle. Donc, le premier, elle le connaissait déjà. Sa gauche et sa droite ont été inversées, elle est très maladroite. Et le deuxième, c'est qu'elle devient stérile. Le fait intéressant, c'est que sa maladresse va éventuellement être guérie par magie, mais pas sa stérilité. Comme si la stérilité, ou en fait les enjeux maternels, pouvaient prendre leur source dans la magie, mais jamais leur résolution des problèmes qui y sont associés. En fait, c'est comme si la maternité est une forme de pouvoir magique sur lequel la magie en tant que telle n'a pas de pouvoir ni d'emprise. La stérilité d'Ophélie va lui causer quand même un choc quand elle va l'apprendre, et elle va finir par interpréter cette perte comme un sacrifice nécessaire au changement, presque comme une forme de mise au monde, puisque, comme je l'ai dit, l'idée au monde, en fait, c'est sa traversée dans le miroir, et donc le sacrifice de sa stérilité qui va donner naissance à un monde nouveau et plus juste dans la suite de ses aventures. Et ça va donner à Ophélie un sentiment de responsabilité accrue envers son idée au monde, comme si la transaction magique qu'elle avait effectuée avec l'autre en traversant le miroir, ça liait son destin en tant que femme avec le destin de toute sa collectivité, puisque les conséquences ont été à la fois très intimes et vraiment universelles. Et cet entremêlement de conséquences personnelles et universelles va apparaître souvent dans le roman. Donc, dans ce passage, Ophélie vient d'annoncer à son mari sa stérilité et en même temps, elle lui annonce qu'elle est responsable de la fin du monde. Et elle va mêler, quand elle s'explique sur ses motivations, elle va mêler les motivations personnelles, donc en disant que l'autre l'avait prévenu que ça allait la changer, qu'elle ne voulait pas devenir comme sa mère, avec des motivations qui sont beaucoup plus universelles, en disant que ça allait changer le monde, qu'il y a eu des morts et que elle voulait que les choses soient différentes. Donc, on sent que son désir de changement, en fait, va utiliser la magie comme un intermédiaire entre l'individu et l'ensemble. La magie représente donc peut-être pour les femmes une possibilité de remettre en cause le fonctionnement du monde en partant de ses principes fondateurs pour les détourner. Parce que ce qui est remis en question ici, c'est la maternité. Et la maternité, quand j'ai cité Simone de Beauvoir au départ, c'est quelque chose qui est quand même très, très présent dans l'union, le fil finalement qui relie la femme à la nature et à la magie.
puisque finalement, la maternité réunit ces trois idées en une. Elle est à la fois très féminine, mais elle est aussi biologique et liée vraiment à la nature et au destin biologique des femmes, mais aussi, elle est un peu considérée comme mystérieuse, une forme de magie sur laquelle ça a pris beaucoup de temps, en fait, avant de comprendre vraiment cette création de la vie. Les différentes explorations de la relation ambivalente qui unit les femmes à la magie et à la nature en traversant la maternité sont peut-être une façon pour certaines autrices de romans de fantasy et peut-être des auteurs aussi de remettre en question les fondements de l'oppression patriarcale qui s'appuie paradoxalement sur la maternité finalement, et de remettre en question ces fondements avec des figures féminines qui sont investies d'une agentivité importante grâce à la magie. Alors, comme Ophélie, qui plonge dans son reflet pour y trouver la transformation qu'elle souhaite secrètement, la magie peut nous inviter à interroger notre vision du féminin. Et les tensions qu'elle révèle au sujet de la maternité sont, pour moi, les témoins d'une recherche d'une identité féminine nouvelle, autre peut-être, qui serait libérée du miroir qui la retenait auparavant prisonnière. Je vous remercie de votre attention.